Yann Sénéchal, après... Ben, il est venu mercredi faire un tour, parce qu'on a parlé de budget, je pense, c'était mercredi ou jeudi. Mais là, de retour officiellement dans sa slot du lundi, parce que les vacances sont terminées, mon ami Yann. Malheureusement. Oui, malheureusement. Quel genre de patente que tu as conservé du week-end, mon ami? Hey, c'est-tu moi ou ça a été un des week-ends de nouvelles les plus insignifiants de la Terre? Ouais, mais en tout cas, en même temps, c'était bourré de nouvelles. PSPP qui pleure, chose qui embrasse un boulot, Trump qui parle de l'industrie de l'auto, puis... Bloodbath, ah ouais, donc, là, il y a des gens qui sont complètement fous, dont notre ami, comment il s'appelle? Bon, Paul. Oui, Paul Arcand. Paul Arcand, ton Paul. Ben, en fait, je pense que la ligne directrice en fin de semaine, c'est vraiment les nouvelles médiatiques, c'est rendu de la solide merde. Parce que tout ce que tu viens de nommer, c'est effectivement des choses qui sont évidentes, ce qui s'est passé. Tu sais, je veux dire, le tour de coffre de char qu'on fait à Guillaume le Métivier, je me On va parler d'Hydro-Québec aussi, de ne pas prendre sa douche avec un sablier, allumer son four pour se réchauffer. On peut en faire beaucoup, là. Ben, ça, ce bout-là, il est vraiment chiant parce que la dernière fois que tu as un budget vraiment catastrophique pour le Québec, c'est Raymond Bachand, 2009. La fois où j'ai étendu le budget sur Twitter. Oui. Ce qui est important, c'est d'être heureux comme peuple. Oui. Ça rappelle? Très bien. Ce budget-là, là, c'est ça qui a mené à la série après de Québécois, Le Québec est dans le rouge. C'est des méchants libéraux. On tapait ces libéraux. On attaquait les finances publiques parce que c'était des libéraux. Puis, je veux dire, tu avais toutes sortes de chroniqueurs dans le Journal du Québec qui tapaient constamment sur le clou. Écoute, c'était tellement intense que tu avais des gens au 93 qui avaient fait des marches du col rouge à l'époque. Tu avais Joanne Marcotte qui écrivait dans le Journal de Québec. Tu avais Éric Duhaime qui écrivait dans le Journal de Québec. J'avais vu du Moret aussi à l'époque. Tu sais, soudainement, là, tous les gens qui sont plus fréquentables aujourd'hui, dans ce temps-là, c'était eux autres qui cognaient sur le clou des finances publiques du Québec. Mais François Legault, il a fait un beau tweet jeudi. Franchement, là, c'était de toute beauté. Il faut vraiment être demi pour faire un tweet comme ça. François Legault est arrivé et a exposé tous les budgets du Québec depuis 1980. Ça fait pas mal 44 ans, ça. Puis il dit, regardez, il dit, notre déficit de 11 milliards, il a l'air gros. Mais quand on le met en pourcentage du PIB, on n'est pas les pires. On est les 6e pires. Oui, j'ai vu ce truc-là. Man, t'es-tu sérieux, là? Oui, le 6e. Le 6e. T'es content d'être le 6e sur 44. Ouais. Puis, by the way, M. Bonheur, en 2009, le méchant libéral, qui sort de la pire crise économique depuis 1929, Raymond Bachand, il a fait un meilleur budget qu'Éric Girard. Oui. Faut le faire, là. Parce qu'il n'y a pas de choc économique présentement. Il y a une petite baisse. 2 derniers trimestres de 2023. Tu sais, quand on te parlait en milieu de semaine, tu disais Girard, je l'ai rencontré dans le huis clos avec la gang du PCQ, puis il avait l'air d'un gars soulagé. De ce qu'on comprend, ça se confirme, parce que ce qu'on a su entre les lignes, c'est que lui, quand il y a eu les négociations des employés, il aurait dit à la madame qui est au Trésor, il aurait dit ça, on ne peut pas aller là. On ne peut pas donner ces augmentations-là. Là. On n'a pas le moyen de payer nos employés avec de l'argent emprunté. Là. La vieille phrase, tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Ça veut dire que c'est assez basique. Là. C'est le meilleur conseil que vous pouvez avoir quand vous êtes jeune. Ne jamais dépenser de l'argent que tu n'as pas. Bien, eux autres, ils le font. Et il semblerait qu'il a finalement plié parce qu'il n'avait pas le choix, puis il a signé. Lui, au début, il dit, je ne veux pas signer ce budget-là. Là. Il a plié, je vais le faire. Il plie tout le temps, puis rappelle-toi du voyage qui était prévu à l'automne. Oui, à New York. Il va aller voir Gary Bettman. Ça, c'est ce qui passe dans les médias. Mais il y avait une autre invitation dans ce voyage à New York-là. Il était censé aller à Bloomberg. Ça, c'est la grosse tribune financière. Là. Bloomberg, quand tu vas là, on t'écoute, puis il y a beaucoup de fonds d'investissement qui assistent à ces présentations-là. Ben, c'est ça qui a choqué. Dans le fond, c'est pas la rencontre de la Ligue nationale qui voulait biffer de son agenda. Finalement, il a regardé les affaires et il a dit Bloomberg, j'ai rien à leur dire. Ben, il ne pouvait pas y aller. Parce que dans la mise à jour économique de l'automne, on disait toujours qu'il y avait un retour à l'équilibre budgétaire en 2028. Oui. Lui, il savait que ça n'arriverait pas. Il voyait les négociations aller. Il voyait bien que personne n'écoutait au gouvernement. Il dit, je ne peux pas aller devant cette tribune-là. La plus grosse... Discrédité complètement. Là. Ben oui, parce qu'il n'y aura plus de carrière après. Là. C'est un gars qui était dans les finances. C'est un gars qui est quand même compétent dans ce qu'il fait, Éric Girard. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de sympathie pour le bonhomme. Là. Mais je veux dire, lui, il dit que non, là, c'est pas vrai que je vais aller perdre la face à New York, devant tout le monde, dans ma future peut-être job, parce que je me décrise d'ici. Moi, ça, c'est sûr.
Ah non, il a refusé de le faire. Fait qu'il a cancellé son voyage pour Batman. Batman, c'est un sideshow. Mais pourquoi? Ça montre quand même beaucoup de choses. Pourquoi le Québec ne parle que de l'affaire de la Ligue nationale à l'automne, puis personne parle de la conférence à Bloomberg qui a été cancellée? Ça, c'est le bout qui est fascinant avec le Québec. On s'en sac-tu des Nordiques, tu penses? Oui. À l'automne, on avait déjà tous les indices que c'était fait. Puis, en fait, il y a plein de choses que tu vois dans les nouvelles qui sortent. Puis là, à un moment donné, tu dis, il me semble, je connais une couple de clowns, moi, qui parlait de ça récemment. Il y a une nouvelle qui sort dans les médias en fin de semaine. En 2023, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances au Québec. Mm-hmm. Oui. Je connais un clown, moi, qui parle de ça depuis plus que 2 ans. Mm-hmm. Hein? C'est aujourd'hui qu'on allume, là. Puis une des affaires bizarres aussi là-dedans, c'est l'augmentation du nombre de morts en 2023. Oh, mais ça, on va avoir des grosses augmentations tout le temps. Là. Mais il y a une surmortalité par rapport aux prévisions qui sont déjà calculées en fonction du vieillissement. Mais je pense que cette surmortalité-là, elle vient de 2 facteurs. Nos soins longue durée, c'est de la merde. Okay? Oui. Puis merde étant le bon mot. Là. Tu pourris dans ta merde. Et je pense aussi que beaucoup de monde ne veulent pas être dans cette marde-là. Donc, beaucoup de monde prennent la patente pour mourir. Exactement. Parce on est les champions mondiaux. On est champions mondiaux. Le fait d'être le champion mondial de l'aide médicale à mourir, c'est pas une preuve de progressivité. Ça veut dire que tu laisses moisir ton monde dans le marde puis les gens veulent pas. C'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi, moi, ça m'a accroché, ce chiffre-là m'a dit pourquoi? Parce que d'après... Dans les prévisions, il y a le vieillissement de la population. Oui, ça, c'est sûr. Mais là, tu as une augmentation de 4 000. Ce que je veux dire, c'est on a fait tous ces sacrifices-là en 2020, 2021, 2022 pour finalement avoir, en 2023, un nombre de morts 4 000 plus élevé que les chiffres prévus. Ouais. Puis ça, c'est pas grave. Mais en 2021, on faisait tout ça pour justement que ça n'arrive pas. Là, en 2023, là, c'est plus grave, les vieux meurent plus. C'est plus grave, ça, là. Non, c'est pas grave. OK, ça prouve un peu que c'était toute l'hypocrisie et que finalement, on était juste là pour essayer de sauver la face du ministre de la Santé parce que les hôpitaux débordaient. Là. Pas mal juste ça. Là. Oui, ils débordaient même pas. C'était une crise de ressources humaines qui s'est passée. Oui, c'est du monde qui ont crissé le camp de leur job payé. Si tu n'avais pas permis aux gens d'avoir 10 jours de congés payés, la journée qui attrapait la COVID, là, t'aurais jamais eu de crise. T'aurais jamais eu de crise. Il y a eu une crise parce qu'à toutes les fois, tu testais positif. Tu n'étais même pas obligé d'avoir une preuve. Tu rentrais à la maison en congé. Payé. C'est tout, là. Allez pas vous demander c'est quoi qui s'est passé dans cette crise-là. C'est pas nous autres qui a rempli le système de santé. Le système de santé n'a même pas débordé. C'est qu'il n'y avait pas assez de personnel dans le système de santé parce que tout le monde a vu la faille. Tout le monde pouvait avoir des vacances en fakeant une COVID. Puis c'est tout. C'est ça qui est arrivé. La vraie histoire, c'est ça. Et personne ne va le dire. Personne ne va le dire que c'est ça. C'est une crise de ressources humaines, cette affaire-là. Personne ne va en parler. Mais c'est juste ça qui s'est passé. C'est juste ça qui s'est passé. Comme il y a du monde qui ont pogné la COVID 10 fois. Là. Oui. Sortez les chiffres. Faites le tracking de chacun de vos employés. Il y en a qui ont utilisé le terme COVID long. On vient de savoir dans The Guardian la semaine passée, vendredi matin, que la COVID longue est une histoire inventée qui n'existe pas, qui n'est juste une répercussion d'une grosse grippe ou d'un virus pulmonaire quelconque, comme tous les autres virus ont. Certains reviennent sur leurs pattes en dedans de 4-5 jours, d'autres le traînent pendant 3 semaines, 1 mois. Mais COVID longue n'existe pas. Mais on se fait bullshiter sans arrêt par les médias. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires. Fait que moi, le fait que Québécois réalise pas que ce qui a fait son succès au début des années 2010 avec Québec est dans le rouge, ne réalise pas que c'est ça qu'ils doivent faire plutôt que d'essayer de gérer nos vies puis essayer de nous taper ça à la tête comme si on était des mauvais citoyens parce qu'on consomme trop d'électricité. Je veux dire, on est en train de mettre au grand jour, là, la fabulation de la décroissance, puis on veut valoriser le citoyen modèle qui est dans la décroissance. Mais là, ça commence comme ça. Là, présentement, on est en train de monter sur un piédestal des tatas qui se lavent pas, puis du monde qui ouvre le porte de four pour se chauffer. OK? C'est ça qu'on est en train de mettre. C'est pas du monde, là, c'est des gens... ouais, mais là, c'est des gens subventionnés, là. Mais c'est quoi la deuxième étape après? Pas Frank, excusez. Mauvaise habitude. C'est correct. Moi, je me faisais appeler Frank aussi quand j'étais jeune. François, Frank, Jeff, ils ont tout passé. La prochaine étape, on la connaît. On a déjà joué dans le film.
La prochaine étape, c'est les électridios. Oui, mais c'est sûr. On va faire la démonstration des gens qui ont le lumière ouverte. Ils sont pas chez eux, puis toutes les lumières sont ouvertes. Check ben Noël. Oui. Il a 2 sapins de Noël avec des lumières qui ne sont pas LED. LED, là. Mais non, mais on s'en va dans les touristes tata, là. C'est sûr qu'on s'en va là. C'est le même playbook, là. Là, on commence par glorifier des épais, puis ensuite, on va identifier les problèmes de société. Elle prend une douche avec un sablier. On est allé la chercher en France. On est allé chercher le bout du monde. Je veux même pas lire ces articles-là. Mais on est là, présentement, les journaux, les médias sont contre le monde. Puis ils sont même parfois contre les politiciens. Je veux dire, honnêtement, ce qui s'est passé dans la saga de PSPP, j'ai été surpris. Puis je suis surtout, mais pas déçu. Je veux dire, il n'y a rien de surprenant là avec les journalistes. J'ai été surpris du politicien. Mais les journalistes, c'est des crosseurs, c'est des chiens sales. Okay? Je veux dire, PSPP, ce qui y arrive, là, le bout des menaces, là, ça fait chier. À un moment donné, là, les affaires de menaces de mort en mer... mais ça, c'est inévitable. Je veux dire, on peut le dénoncer, mais c'est inévitable. Je sais, mais ça, c'est le bout qui fait chier. Par contre, le gars ne voulait pas en parler. Sérieusement, sa conférence de presse était censée être insignifiante. Mais le gars ne voulait pas en parler. Finalement, les journalistes lui posent des questions pour qu'il en parle. Il commence à en parler. Quand ça vient le bout sur sa famille, il flanche. Il flanche carrément. Et il ne veut pas montrer cette image-là de quelqu'un qui perd le contrôle de ses émotions parce qu'il sait, et il a raison, qu'un chef qui aspire à être le numéro 1 d'une province, c'est le meilleur joueur de golf, c'est le meilleur carrière, c'est des gens exceptionnels. Là. Lui, il le sait que s'il montre qu'il est émotivement hors contrôle, ça va être dur pour son image de gars qui veut bâtir un pays. Et il demande aux journalistes, ne publiez pas ça. Okay? Ben, j'étais un petit peu en désaccord avec tout ça parce que ma lecture était différente. Moi, je crois qu'au Québec, en 2024, on a le prof de théâtre en haut qui nous le prouve tout le temps, quand tu fakes d'être la victime, c'est payant politiquement. Tu as du capital de sympathie à aller chercher avec ça. Peut-être que c'est... Moi, ça, c'était ma perspective. Moi, je pense que s'il montrait les images de lui en train de brailler, il était gagnant. Pour vrai. Mais pourquoi il ne voulait pas y montrer? Je pense que c'est les vraies raisons qu'il a données. Pour une fois, on avait un politicien qui disait la vérité. Ça touche ma famille, c'est dignité privée, dignité humaine, vie privée, je veux pas aller là. Je veux pas utiliser, parce que ça a l'air d'avoir été tough dans sa famille cette semaine-là. Puis ça, je le crois. Là. C'est des menaces de mort, calvaire. Là. Fait que tu sais, moi, je pense vraiment que ça a été tough pour vrai, puis il avait pas le goût d'aller là. Il savait qu'il était gagnant de l'utiliser, puis il voulait pas y aller. Il a pris entente avec les journalistes pour dire, ce bout-là, je vais vous faire la même affaire, là, puis je vais me contrôler, là, puis montrer juste le bout que je me contrôle. Ils sont allés le filmer backstage pour cette affaire-là, pour faire du sensationnalisme. Mais il y avait une entente entre eux. Puis ils ont brisé l'entente. C'est des crosseurs. C'est vraiment des crosseurs. Mais le pire, c'est que moi, je l'ai senti sincère quand il dit « Je voulais pas que ça sorte. » Puis je voulais pas que ça sorte parce que c'est de la vie privée. Puis je comprends pas pourquoi il traverse cette ligne-là tout le temps. Parce qu'en bout de ligne, ils l'ont eu, le ligne. Là. Il y a eu sa réaction, il y a eu sa vraie réaction qui était pensée, qui était logique, qui disait qu'il dénonçait ça. Puis moi, je pense que ce qui aurait été normal, surtout avec la culture qu'on a en 2024, ça aurait été que lui joue à victime. Puis je me demandais si justement il jouait pas un peu à victime quand on voyait les images de lui en train de brailler ou tout ça. C'est le premier réflexe que j'ai eu. Finalement, quand tu vois vraiment les événements de la manière qui se sont passés, il y avait zéro le goût de jouer à victime, puis ça l'honore. Pour vrai, là, quand je dis j'ai été surpris de ce que PSPP a fait. Ouais, mais moi, regarde, les deux lectures sont possibles, remarque. Regarde, ma vision est différente de la tienne. Là. Moi, je pense que... Écoute, je continue à penser. Je sais qu'aujourd'hui, les gens démontrent plus d'émotions qu'avant. Sauf que il y a encore une bonne partie de la population qui aime voir les gens comme étant des super-héros. Tu t'en vas en haut, tu le sais que tu vas avoir des menaces de mort. Surtout si tu as des choses assez extrêmes, entre guillemets. Tu sais, mettons, séparer un territoire pour s'en aller indépendance. Pour certains, ça leur fait peur. Donc, on peut penser que Lucien Bouchard en a eu dans le temps. Tipoil en a eu, c'est clair. Là. Il y en a tout eu. Ce monde-là en a eu. Parizeau a dû en avoir aussi. Donc, pour ces raisons-là. Après ça, la position... Ben ça, on pourrait le faire ça de tous les politiciens en passant. Là, mais je veux dire, là, je prends celle du PQ parce que c'est lui. Mais le PQ a une position
pas à la Marine Le Pen, mais on s'en va vers une droite plus identitaire sur l'immigration. Donc là, il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Puis tu sais, probablement que les gens, mettons, de la CAQ qui attaquent les anglophones sur un paquet d'affaires, ils reçoivent la même chose. Écoute, ça fait partie... Tu sais, tu fais plus de podcasts qu'avant. Maintenant, tu donnes ton opinion plus. Toi et Frank, vous recevez votre lot de merde. Moi, j'ai déjà été... J'ai eu 2 enveloppes de merde au bureau. Là. Bon, voilà. Après ça, moi, j'ai déjà été en procès pour quelqu'un qui... Puis écoute, c'est public. C'est Jean-François Labadie qui m'a promis après le procès que ça venait pas de lui, que c'était le mauvais homme qui était devant le juge. Il a voulu faire sauter mes enfants et ma femme pendant que j'étais au travail. Puis, ça a été envoyé par email. C'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Mais ça fait partie de la fucking patente. Il y a des gens dérangés. Il y a des gens qui sont pas soignés. Ça fait partie. Donc là, moi, là, ce que je voyais, c'est le gars, il sait que comme chef de parti, surtout le parti qu'il est, c'est un parti qui a des grands projets. Là. Il y a un projet de bâtir un pays. Là. Il veut pas avoir l'air faible. Donc, il s'entend avec les journalistes bout-là. Je veux pas le voir, OK? Je veux pas le voir. Je vais avoir l'air de quelqu'un de faible, avoir l'air de quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions. C'est pas ce que je veux faire. Mais je dis pas que le tien est pas vrai non plus, mais moi, c'est la perception que j'avais. De toute façon, dans les 2 cas, les journalistes des crosseurs. Ah, ça, j'ai pas besoin de cet événement-là pour te dire ça. Je peux te dire ça sur à peu près tous les événements. Regarde, on peut sauter sur l'affaire de Trump. Est-ce que toi, tu vois entre les lignes l'histoire de Trump? Parce que un peu plus tôt, j'ai dit que Joe Scarborough, le gars qui fait Morning Joe à MSNBC, avait retiré un tweet après que Elon Musk il a dit hier « Ouais, là, t'es dans la désinformation, t'es à la limite des règles que tu demandes qu'on respecte. » Et il a enlevé son tweet. Mais ce matin, sur MSNBC, Joe Scarborough, comme Paul Arcand à Montréal, sont allés en disant « Il souhaite un bain de sang. Il s'est servi des Chinois et des autos puis de l'économie pour parler de ça, mais c'était clair qu'il nous envoie un message subliminal. » T'en penses quoi? Ben, si honnêtement, aujourd'hui, tu penses que Trump, en cas de non-élection, il veut une guerre civile puis un bain de sang dans les rues, t'es un profond imbécile. Ben, conspi au max, là. C'est très conspi. Puis là, on dit, ouais, mais c'est pas ça qu'il a dit, c'est vrai, mais c'est ce qu'il veut dire. Écoute, c'est quoi? C'est un crypto de conspi maintenant? Là? Oui, c'est ça. Arrêtez. Là. L'expression bloodbath, là, Jerry. En économie, c'est utilisé, c'est même dans la définition même du Webster. C'est-tu utilisé crise économique. En finance? Oui. En finance, c'est tout le temps utilisé. C'est crise économique, c'est la définition 3 du Webster. Fait qu'à un moment donné, là, il parle d'économie. Il parle de finances. Tu sais, puis il parle d'une passe-passe. Les Chinois, ils fabriquent les autos électriques en Chine. Ils veulent venir les compléter au Mexique. C'est le côté péquiste de Trump. Ben oui, c'est le côté qu'on n'aime pas. C'est le côté qu'on n'aime pas. Personnellement, c'est le côté que moi, j'aime moins. Ben, ça reste que c'est un côté qui est très populaire. On l'appelle... Très populaire. Tu sais, dans Ceinture, là, tout dans le bout de Détroit, puis tout ça, là, où est-ce que le manufacturier est super important. Ben, chez nous aussi. Pour ça que je dis souvent que Trump serait le chef du Parti québécois, il élirait peut-être 120 députés sur 125. Ben, c'est ce qui est fascinant dans la réponse des médias québécois par rapport à ça. Ce que Trump dit, c'est une réponse péquiste à un problème qui est dans sa tête. Okay? C'est vraiment, vraiment une réponse péquiste. Moi, quand j'entends ses solutions par rapport à ça, je suis pas d'accord avec lui. Un tarif de 100% pour les Chinois. Non, mais c'est nous autres, c'est une taxe. C'est nous autres qui va le payer. C'est l'utilisateur qui va le payer. Tu es en train de choisir qui gagne, qui perd, puis tu joues avec les prix des voitures. Ça. Mais il a utilisé à toute fin pratique une expression qu'on utilise sans arrêt dans le monde de la finance. Quand on parle de bloodbath là, dans le monde de la finance, c'est un carnage financier. Il y a des stocks qui tombent en bourse. C'est quelque chose qui n'est pas bon en économie. C'est une expression financière. Hey, savez-vous quoi? Donald Trump il a gagné sa vie dans les finances. OK? De le voir utiliser ce type d'expression-là, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de guerre civile, puis on ne parle pas que s'il n'est pas élu, il va avoir une guerre civile aux États-Unis, puis il va avoir du sang dans les rues. De quoi vous parlez? Est-ce que tu l'as entendu, parce que moi, ça me questionne beaucoup sur... Ben, on sait comment les médias sont tordus, on le dit, là, sont dégueulasses. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont des réputations, des fois, tu te dis, my God, comment ils ont gagné ça? Tant mieux pour eux. Mais Paul Arcand fait partie de ceux-là. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est que on voit beaucoup de monde qui n'ont pas écouté l'audio complet. Donc, combien de fois ça existe? Puis son discours était très bon. Lui, il dit que son discours était mauvais.
son discours du Super Tuesday était très mauvais. OK, puis ça, je l'ai dit, très mauvais. T'es décousu, t'es tout croche. Celui de l'Ohio en fin de semaine, probablement parce qu'il était à quelques heures d'aller jouer son tournoi de golf, il était crinqué. Il était très bon, il y a des affaires que j'aime moins, comme on vient de dire. Mais je veux dire, si je regarde le delivery de ça, pour sa crowd, il était sa coche, il était très allumé, puis il était très bon. Mais là, Paul Arcand semble d'un gars qui n'a pas écouté du tout le discours de Trump. Ça fait deux fois la semaine passée. Parce qu'il y a eu l'affaire du jugement aussi de la Cour suprême au Canada. Avec l'histoire de vagin. Parce que, on le sait, personne ayant un vagin, ça, c'est quelque chose de très woke. Okay? C'est une expression que certains woke veulent nous faire utiliser pour décrire une femme. Ouais. Complètement stupide. Mais, quand on arrive et on retrouve cette phrase-là exacte dans un jugement de la Cour suprême au Canada, ça se met à déraper. Hey, regarde qu'est-ce que la Cour suprême font. Ils veulent éliminer les femmes, blablabla. Puis là, les journalistes sont partis en peur. On est même venu qu'à dire ça n'a pas de bon sens, on devrait faire un pays pour éventuellement plus avoir la Cour suprême du Canada. Là, tu es là, tu dis OK, parfait. Là, il y a des gens qui lisent le jugement. Ils disent attendez, on n'a pas essayé de cacher le mot femme. Le mot femme est nommé 67 fois ou quelque chose comme ça dans le jugement. On en parle une fois de ce bout-là, puis c'est des technicalités par rapport à un viol. On parlait de quelque chose comme ressenti par rapport au vagin et tout ça. Puis c'était vraiment des technicalités liées à un acte criminel qui est le viol. Là, t'es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, la source, c'est Richard... comment il s'appelle? Le gars de Journal de Québec, l'ancien de choix, là, Richard Martineau. Richard Martineau. Je comprends qu'il y a le jugement, mais celui qui a eu des affaires du jugement, qui est la source, le premier article média sur lequel les politiciens se sont appuyés pour passer la motion à l'Assemblée nationale, c'est l'article de Richard Martineau. Parce que les gens qui ont pris la peine de lire le jugement, ils sont à peu près tous unanimes. Il se passe rien. Il n'y a pas d'histoire. Là. Il n'y a pas d'histoire. C'est pas des anti-woke. Ben non, c'est ça qui est le pire. Je veux dire, j'ai vu Patrick Derry parler de ça. Là. Patrick Derry, man. C'est pas notre un gars de droite, là. Non, ben, il nous a fait croire ça au début, là, mais il n'est pas bien. Hey, thank you, Yann Sénéchal. On a plus de Yann sur le Prime, encore une fois, si vous voulez vous abonner. Hey, on a 18 ans aujourd'hui en passant à Radio Pirate. C'est notre anniversaire. On est majeur aujourd'hui. On est majeur. 18 ans, incroyable. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour plus de Yann Sénéchal, eh bien, allez sur radiopirate.com. La première semaine, elle est gratis. Ça va vous donner amplement le temps de voir si vous aimez ça ou non. Puis après, on a sur le live et sur le Prime également, notre chum Max Truman.